Le mouvement des esclaves. Le groupement des esclaves comprenait les nègres bossales ou bandas importés d'Afrique et les nègres créoles nés à Saint-Domingue. Ils se divisèrent en esclaves domestiques, des nègres créoles qui vivaient souvent dans l'intimité de leurs maîtres. Ils sont relativement des privilégiés comparativement aux autres esclaves. Des esclaves à talent qui exerçaient un métier soit au profit de leur maître, soit comme spécialistes dans une manufacture. Des esclaves des plantations, véritables bêtes de somme et artisans de la fabuleuse richesse de Saint-Domingue. Ils étaient soumis à la pire abjection. L'esclave était taillable et corvéable à merci. L'article 44 du Code noir fait de lui un bien meuble, une chose, un instrument de production. Sous le fouet du commandeur, l'esclave trimait dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, et pendant la récolte jusqu'à 11 heures du soir. Aussi, l'esclave ne voyait le jour que pour le maudire. Dans ces conditions, la vie laborieuse d'un nègre n'excédait pas plus de 15 ans. Et il meurt davantage d'esclaves qu'il n'en est, plus de 3000 décès par an. D'après les propriétaires, 50% des esclaves meurent dans les 8 ans qui suivent leur acquisition. 16 à 18 000 esclaves liquidés chaque année. Saint-Domingue, écrit Jean Fouchard, fut un moulin à broyer les nègres autant que la canne est le principal tombeau de la traite. Interdit du syllabaire, pas d'état civil, pas de famille, étampé. L'esclave pouvait être vendu, prêté, enterré vivant, condamné à être broyé au moulin, à être brûlé vif, à mourir de faim, de soif, à manger des excréments, etc. Pas de soins médicaux, vivant dans la promiscuité, toujours nu avec un linge à la ceinture ou couvert de haillons. Sa case où il couchait sur le dur ressemblait à des tanières pour loger des ours. Selon le père Nicolas, leurs aliments ne sont pas distingués à ceux qu'on donne aux animaux. Son menu le plus courant se limitait à quelques patates bouillies. Témoin oculaire, Giraude de Chantras, confirme. Il n'est pas d'animaux domestiques dont on exige autant de travail et dont on ait si peu de soins. Avant le soulèvement servile du 22 août 1791, les esclaves avaient mené une série de luttes montrant leur refus du régime esclavagiste. En effet, en dehors des chants, des danses, les complots, il faut mentionner aussi le suicide, l'avortement, l'infanticide ou les femmes rebelles, l'empoisonnement et surtout le marronnage. Par ces réactions, les esclaves avaient fait comprendre aux propriétaires les moins clairvoyants que seule la force brutale des châtiments paralysait leur énergie. Pour Antoine Gisler, le terme marronnage vient du mot espagnol cimarron, qui signifie singe, un mammifère primate arboricole vivant dans les bois et n'en sorte que pour prier furtivement les fruits avoisinant sa retraite. Pour l'historien Gabriel Debien, ce terme veut dire sauvage. Déjà, les Espagnols l'appliquaient primitivement tant pour les animaux domestiques qui s'égarent dans la nature qu'aux nègres qui fuyaient. On dit couramment cochon marron et pourquoi pas nègre marron. Justement, historiquement, on emploie le mot marron pour qualifier le nègre fugitif, c'est-à-dire l'esclave désertant l'habitation de son maître pour aller vivre libre dans les montagnes. En d'autres termes, le marronnage était un moyen pour l'esclave opprimé et exploité d'échapper à l'enfer des ateliers et d'améliorer ses conditions d'existence. Tandis que pour le colon, le marronnage est l'état de l'esclave rebelle qui déserte le domaine du maître et qui passe pour un hors-la-loi aux yeux des autorités coloniales. Donc, pour le propriétaire, le marronnage ne peut être qu'un gène économique, un mal endémique qui entrave le développement de la production. Pour l'historien Edner Brutus, les marrons furent des bataillons de nègres vaillants, des escouades de techniciens de la lutte des classes, de la guerre des partisans, du sabotage, de l'empoisonnement, des enlèvements, des meurtres. Pour le docteur Price Mars, le marronnage fut le probant témoignage de l'homme noir à la vie libre. La vie libre dans les montagnes, boisées, où l'esclave révolté défiait la force armée. Et pour l'historien Fritz Chandler, les marrons, par leur témérité, leur détermination, ont su affirmer à la force du monde esclavagiste l'inviolabilité de nos montagnes, lorsqu'ils s'y trouvent réfugiés des hommes courageux décidés à vendre chèrement leur peau. Livrant à corps perdu aux colons une guerre d'usure, une lutte pour la dignité,
Le soir venu, les Marrons se ruaient sur les habitations pour se ravitailler, incendier, tuer, recruter de gré ou de force de nouveaux partisans. Aussi, si l'esclave ne voyait le jour que pour le maudire, le maître, lui, ne voyait la nuit que pour attendre le désastre et parfois même la mort. Si le marronnage, ce mal endémique, croissait au milieu de la terreur comme si la terre était l'engrais par excellence du marronnage, si les marrons sont considérés à juste titre comme étant les forgeurs de la liberté et même les forgeurs de l'indépendance, c'est parce qu'ils ont été menés, guidés par des chefs extraordinaires qui se sont illustrés. Parmi eux, à côté de l'empoisonneur Macandal, pensant pour toute une classe qui, au milieu du XVIIIe siècle, pendant 18 ans, a fait plus de 6000 victimes du côté des Blancs. Il est mort brûlé vif le 25 janvier 1758. On peut citer un Padre Jean 1679, Colas Jambes Coupées 1724, Polydore 1734, Chocolat 1744, Pompée 1747, Médor 1757, Noël 1775, Isaac et Pyrrhus 1776, un Santiago 1784, Mamselle 1793. Et au tournant de 1791 à 1804, on peut mentionner un Boukman, Pierrot, Macaya, Pierre-Michel, les frères Gouillambois, Silla, Petit Noël Prieur, Petit Noir, Commise, La Fortune Sanglao, Petit Jean, Janvier, Cangé, Sans Souci, Gourmand, L'amour d'errance, Romaine la prophétesse, etc. Les causes du marronnage sont multiples et complexes. Cruauté des maîtres, mauvais traitement, manque d'alimentation, surmenage ou le travail éreintant, crainte d'une punition, refus de se soumettre à une direction arbitraire, l'envie de faire renverser l'économe ou le gérant, ce sont là des causes secondaires. Mais la cause fondamentale du marronnage réside dans l'amour de la liberté ou la soif de la liberté. L'esclave, écrit le roi Louis XV, est un état violent et contre nature, et ceux qui y sont assujettis sont continuellement occupés du désir de se libérer. Aussi, n'en déplaise à Yvan Desbaches, s'il est un désir inné dans l'homme qui résiste à tous les événements, à toutes les circonstances, pour parodier Giraud de Chantrance, ancien propriétaire saint-domingois, c'est celui de la liberté. Il est difficile de faire du marronnage un mouvement authentiquement révolutionnaire, mais il serait irrationnel de le passer sous silence en tant que moment important de la grande révolution qui a détruit le système colonial esclavagiste de Saint-Domingue et culminé dans la création du premier État nègre dans le Nouveau Monde. Somme toute, la diminution de nombre de bras sur les habitations et par contre de la production, les attaques, les victoires répétées des marrons ayant pour effet de démoraliser psychologiquement les maîtres et d'affaiblir l'appareil colonial qui a dû finalement avouer leur impuissance. La conscientisation des esclaves qui l'a provoqué, l'invention de la guérilla qui a irrité, désespéré les colons, dérouté les autorités coloniales, nous conduisent à dire que le marronnage véritable, école de guerre, a contribué à préparer les insurgés pour le grand affrontement du 22 août 1791. Ce sont finalement plus de 200 chefs marrons réunis autour de François Boukman lors de la cérémonie du Bois Caïman le 14 août 1791 qui ont préparé le soulèvement général des esclaves visant à renverser le régime esclavagiste. Cependant, n'étant armés que de piques, de couteaux, de bâtons, les insurgés n'ont pas pu atteindre le succès escompté. Et Boukman avait laissé sa peau sur le champ de bataille le 15 octobre 1791. Des chefs marrons restants avaient regagné les Mornes avec leurs troupes et empêché les autorités coloniales de contrôler Saint-Domingue. Aussi, lors de l'affaire Galbo, Sotonax, pour ne pas se laisser dépasser par les événements, fut appel aux 10 000 marrons qui rôdaient autour du Cap français, avec la promesse d'abolir officiellement l'esclavage. Sorti vainqueur grâce au concours des marrons, Sotonax, face à l'invasion anglo-espagnole, cherchant en vain de l'aide à l'intérieur comme à l'extérieur, acculé, ayant pour mission essentielle de maintenir Saint-Domingue dans le patrimoine de la France, décrète la liberté générale des esclaves le 29 août 1793. Réalisée le 14 août 1791, la cérémonie du Bois Caïman, nous dit Louis Mercier, est le prodrome de la grande révolte qui devait éclater quelques jours plus tard et qui est l'aboutissement logique d'une série de tractations ourdies dans l'ombre
et dont la trame échappe à nos investigations. La cérémonie du bois caïman visait à conscientiser, à fanatiser, à fusionner les forces des esclaves pour les porter à renverser le régime esclavagiste. Pour tout dire, elle a joué un rôle déterminant dans le soulèvement du 22 août, tant par son organisation, c'est-à-dire la mise au point des conditions subjectives, tant pour le sommet, les chefs, que pour la base, la masse. Elle a provoqué une prise de conscience collective en plaçant le mouvement sous le signe de la violence, des incendies et des massacres. Elle a également créé l'unité au mouvement en lui donnant une direction et en le centralisant. Enfin, elle fanatisa les esclaves, les envoûta même, et les nègres armés psychologiquement furent disposés à aller jusqu'au bout. Le congrès politique du Monde Rouge ne fut pas un mouvement historique improvisé. Il fut l'aboutissement d'un travail de conscientisation de longue haleine réalisé par les Marrons. Des chefs marrons comme les Jeannot, Jean-François, Boukman, etc. avaient fini par convaincre les esclaves pour l'insurrection en les persuadant par de fausses propagandes politiques que le roi avait fixé le travail à 4 jours par semaine et aboli le fouet sur les habitations, mais que l'Assemblée coloniale s'y opposait. L'histoire nous rapporte que plus de 200 chefs marrons qui menaient auparavant séparément leur rébellion s'entendaient pour fusionner leurs forces en vue d'une action commune, tout en choisissant un chef hiérarchique, Boukman, à qui ils jurèrent d'obéir. Ces meneurs avaient fini par comprendre que toute grande œuvre historique est collective, qu'aucun homme, à lui seul, ne crée les grands événements. Tous les chefs marrons pour régner savaient se présenter à leurs troupes comme étant aussi des Ougans, donc des prêtres du vaudou, des chefs religieux, des hommes sacrés, invulnérables, invincibles, dotés de force surnaturelle. Justement, Boukman, prêtre du vaudou, serviteur des lois Congo-Pétro, eut recours à la religion pour cimenter le mouvement collectif des esclaves. De là, il transformait la lutte des esclaves contre le régime esclavagiste en une guerre sainte, et les insurgés devenaient des intégristes. Boukman respectait la tradition des Africains, où le religieux accompagnait le temporel. Alors, sachant que les Africains, quoique issus des tribus différentes, avec des cultes différents, adoraient les mêmes dieux, Boukman utilisait cet aspect religieux pour unifier ses frères. Après avoir dénoncé le Dieu des Blancs qui pousse au crime, responsable de toutes leurs souffrances, de toutes leurs tribulations, Boukman sollicitait la protection et la bénédiction du Dieu suprême qui pousse au bienfait. Il plaçait ensuite les révoltés sous la protection des divinités africaines, des dieux secondaires chargés des affaires terrestres et qui sont des messagers. Pour en finir, les insurgés buvaient le sang d'un cochon noir tué par une vieille mambo, en signe de pacte de sang, le serment échangé, les paroles proférées par le prêtre possédé. Tout cela contribua à convertir les insurgés en surhommes obsédés, hypnotisés par une seule idée, vengeance. La croyance retrouvée ou réaffirmée, les révoltés étaient persuadés qu'ils étaient les instruments de leur Dieu. Tombés, ils iraient revivre en Afrique. La réaction des esclaves la plus redoutée des maîtres était le complot. Il met en danger leur vie. Les chefs des complots ont toujours en tête de s'accaparer les terres des colons et de les partager avec les esclaves. L'accaparement de la terre est la première forme d'indépendance. Tout conspirateur, écrit Dr François Duvalier, doit être considéré dans notre histoire comme un précurseur de notre indépendance. La différence entre une révolte et une révolution, c'est qu'une révolte est tout simplement la réclamation d'un changement. C'est la remise en question de l'autorité établie. Tel n'est pas le cas pour le 22 août 1791. À ce tournant de l'histoire saint-domingoise, les esclaves avaient clairement opté pour un chambardement radical. La destruction du régime esclavagiste et plus tard du système colonial devant aboutir à la création du premier État nègre dans le Nouveau Monde. Donc, le 22 août 1791, c'est la révolution saint-domingoise qui est en marche. Ce jour-là, stupéfait, le gouverneur Blancheland demandait « Mais c'est une révolte ?» Il a été surpris d'entendre la réponse « Non, sire, une révolution ». Le 22 août 1791 marquait la fin d'une philosophie politique, d'une idéologie, d'un système de gouvernement, d'une époque. Ce fut le prélude d'un monde qui finit et l'aube d'un monde qui commence. Cet événement signifiait la dignité humaine retrouvée, pas seulement pour les nègres, pour les Africains, mais également pour les sans-mêlés. Le 22 août 1791, non seulement avait contraint les Blancs de l'Ouest à signer le Concordat, mais il détermina la France à réaliser coûte que coûte une union entre les propriétaires blancs et gens de couleur pour sauvegarder le régime. Les décrets du 28 mars 1790, du 15 mai 1791 et du 4 avril 1792
visait à une union des propriétaires contre l'ennemi commun, les esclaves. Donc, la révolution du 22 août 1791 octroyait aux affranchis ce que des années de lutte ne leur avaient apporté, et que l'Assemblée nationale constituante française n'avait pas réussi à insérer dans leur vie quotidienne. La Révolution française a créé un climat révolutionnaire à Saint-Domingue, d'où la crise coloniale. Une crise révolutionnaire s'ouvrait avec les luttes entre les castes européennes à Saint-Domingue, Pompon Blanc et Pompon Rouge. La révolte d'Auger et de Chavannes, celle des affranchis de l'Est, qui allait amplifier les dimensions de la crise. Facteur déterminant de la prospérité de Saint-Domingue, la révolution de la canne fut en même temps facteur de ses calamités. Elle contribua à aggraver le sort des esclaves qui ont fini par comprendre que leur seule planche de salut était le recours à la dialectique des armes. La richesse proverbiale de Saint-Domingue avait aiguisé la convoitise de toute puissance esclavagiste et colonialiste de l'époque. Saint-Domingue devenait un enjeu. Et puisque la Révolution française venait de remettre en question les monarchies européennes, et puisque la force, la puissance, la fierté de la France reposaient, dépendaient de Saint-Domingue, les monarques européens conçurent le projet de la saper entre ses mains. D'où l'invasion anglo-espagnole en 1793. Et les Espagnols et les Hollandais sont suspects d'avoir fourni des munitions aux esclaves. Le créole a été un outil important dans le soulèvement des esclaves. Il est né du contact des langues africaines et européennes, particulièrement du français qui affranchissait définitivement la parole sur les habitations. S'exprimant désormais dans une même langue, les esclaves pouvaient plus facilement comploter et changer correctement leurs idées, partager leurs souffrances, leurs rêves, leurs espoirs. Et ce fut le premier facteur d'unité entre les nègres. La coopération dans les ateliers des travailleurs des champs et des nègres de métier provoquée par la division du travail facilitait les rencontres comme les danses du samedi et créait entre les esclaves une certaine complicité. Il faut aussi souligner la domesticité pléthorique des esclaves domestiques qui permettait à ces derniers d'intriguer, d'épier les maîtres et de servir d'agents de propagande aux autres catégories d'esclaves. Les Noirs déportés apportaient d'Afrique leurs croyances et leurs traditions religieuses. C'est le cas pour la religion du vaudou utilisée par Boukman lors de la cérémonie du bois caïman. Il avait compris qu'aucun véritable changement positif ne peut s'opérer dans une société en dehors de la culture de la majorité. Et la meilleure façon de garder un peuple dans le sous-développement, dans l'esclavage, dans l'exclusion, c'est de combattre sa culture. Or, il n'y a pas de pire agression que de vouloir détruire l'identité culturelle d'un groupe humain. À Saint-Domingue, il semble que les chefs de bande ou des leaders, prêtres du vaudou pour la plupart, régnaient sur leurs troupes en se faisant passer pour des individus invincibles, dotés de forces surnaturelles. Néanmoins, à comparer le vaudou à des pratiques sataniques, c'est vouloir perpétuer la marginalisation de la plus grande partie de la communauté haïtienne. Et à travers notre histoire, en dépit des assauts répétés contre le vaudou par des élites occidentalisées, le vaudouisant s'est toujours révélé un patriote conséquent, un défenseur intraitable, indomptable du pays de Jean-Jacques Dessalines. Pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l'impossibilité de vivre comme autrefois et réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C'est seulement lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher. Cette vérité s'exprime autrement en ces termes. La révolution est impossible sans une crise nationale. Merci de nous avoir suivis. Likez pour nous supporter et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.